Nous sommes donc en 1987. Rappelez-vous, en 1987, la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Edwards v, c'est-à-dire versus contre Aguilar, a décidé qu'on ne pouvait pas enseigner en même temps dans une classe de sciences le darwinisme et la pseudo-science de la création. Et son argument était que ce n'était pas une vraie science. Les créationnistes avaient bien appelé leur théorie science, mais vous avez création, c'était de la religion déguisée, et donc la Cour suprême a dit vous ne pouvez pas demander qu'on donne le même poids à l'enseignement de la biologie scientifique et à votre science de la création. Alors quelle a été la réaction? La réaction, c'est que les créationnistes se sont dit nous devons développer une théorie beaucoup plus sophistiquée. Pas simplement un habillage scientifique, on continue avec création mais on met science, mais vraiment quelque chose qui soit, ou qui puisse apparaître en tout cas comme scientifique. Et c'est à ce moment-là qu'il crée la doctrine de l'intelligent design. Alors design, c'est projet, comme le projet d'un ingénieur ou d'un architecte, projet intelligent, donc une intelligence qui fait ce projet et qui réalise un objet qui est conforme au projet ou à l'idée. Alors l'idée, c'est que ce sont des scientifiques et qu'ils proposent vraiment une théorie qui, selon eux, rend mieux compte de la complexité des objets biologiques que ne le fait le darwinisme. Et leur théorie, il y a plusieurs arguments, mais un des arguments importants, c'est l'argument de la complexité. La vision, l'œil, le processus immunitaire très compliqué, hein, tout un ensemble de processus vitaux qui sont extrêmement complexes et dont les défenseurs de l'intelligent design disent qu'ils ne peuvent pas avoir été produits lentement par l'évolution qui est passée des grands singes aux êtres humains, mais que nécessairement c'est tellement complexe que ça doit avoir été fabriqué par quelqu'un. Et l'argument est un vieil argument qui consiste à dire vous trouvez une montre et les rouages et les parties de cette montre sont tellement bien agencés bon, qu'évidemment, c'est quelqu'un qui les a mis ensemble. Ça ne s'est pas fait comme ça, par hasard. Eh bien, ils disent, a fortiori pour l'être humain, ou pour les organes tels que la vue, ou pour le processus immunitaire, ou pour la coagulation, c'est tellement complexe ces phénomènes que nécessairement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait agencé tout ça, il faut qu'il y ait quelque part un designer, un fabricant, un ingénieur, un architecte, etc. Vous voyez que, quelque part, ils ne disent plus un mot de la Bible, plus de mots création, Dieu créa, etc. Ils ne disent plus un mot de la Bible. Ils disent on est des scientifiques, on essaie de comprendre, comme tout le monde, les phénomènes biologiques, et on dit, ben voilà, on ne peut pas les comprendre sans supposer un designer. Alors, ce designer, ils ne disent pas nécessairement que c'est le Dieu des chrétiens. Dans certains arguments, certains ont même dit c'est peut-être un extraterrestre. Mais enfin, bon, grosso modo, ils savent très bien que s'ils introduisent dans le cours de biologie cette idée de designer, ils ont déjà quelqu'un qu'ils appellent fabricant designer, mais qu'on peut considérer comme le créateur, et qu'ils ont la possibilité d'affaiblir le cours de biologie scientifique, c'est-à-dire le cours de théorie de l'évolution, le cours de darwinisme. Alors, c'est important parce qu'ils ne font pas ça tout seuls, les défenseurs de l'intelligent design. Ils sont payés avec des sommes considérables par un institut qui s'appelle le Discovery Institute, l'Institut de la découverte, et qui est basé à Seattle, qui est une grande ville du nord-ouest des États-Unis. Et ce Discovery Institute développe, fait de la propagande, crée des institutions, paye des savants, il peut le faire évidemment. On est dans un pays dans lequel il y a la liberté d'expression et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Le problème évidemment, c'est qu'ils voudraient bien rentrer dans les écoles parce que ce qui leur importe toujours, c'est d'empêcher que des générations entières d'enfants ne soient corrompus par ces doctrines qu'ils considèrent comme des doctrines impures. Et comme il y a eu 2 arrêts de la Cour suprême, ils ne peuvent pas interdire le darwinisme et ils ne peuvent même pas essayer de se mettre à côté, hein,
en disant, si vous enseignez le darwinisme, vous devez aussi enseigner la science de la création, puis on a créé l'intelligent design, qu'ils considèrent comme beaucoup plus sophistiqué, et ils vont pouvoir revenir en quelque sorte dans la course avec cet intelligent design. Alors il faut bien savoir qu'on est passé de stratégie rhétorique d'attaque frontale à une stratégie beaucoup plus subtile. La première, celle de l'attaque frontale, vous la voyez dans les années 20, avec les monkey laws, c'est-à-dire des lois qui interdisent que l'on enseigne le darwinisme, c'est bien clair, ou qui interdisent que l'on enseigne des doctrines contraires à ce que eux lisent littéralement dans la Genèse. Au moins c'est clair. Il y a d'un côté une vérité à laquelle on ne peut pas toucher, rappelez-vous, une vérité dogmatique qui vient de plus haut, qui se trouve dans les textes sacrés, et de l'autre côté ce que disent ces êtres humains que sont les scientifiques et Darwin, et qui n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas le faire. Alors, en 1968, la Cour suprême, vous l'avez vu, dit non, vous ne pouvez pas voter des monkey laws, et toutes les monkey laws qui existent sont annulées parce que c'est un établissement de la religion qui est interdit par la Constitution, le premier amendement. Et donc la Cour suprême dit, c'est fini, le darwinisme est dans l'école et il l'est parce qu'on enseigne dans l'école les résultats scientifiques, en l'occurrence de la biologie. Alors, ils prennent une stratégie déjà plus douce, moins frontale, en disant, d'accord, on demande simplement, si le créationnisme ne peut pas remplacer le darwinisme, est-ce qu'on ne peut pas enseigner les deux? C'est controversé, comme ça, les élèves auraient les différentes facettes du problème et on enseignerait la controverse. Teach the controversy, ils disent ça. Attention, c'est un vocabulaire qui n'a plus rien à voir, là, avec la religion imposée, mais au fond, c'est normal d'enseigner les controverses. Et si les enfants peuvent comprendre, on peut leur enseigner, dans l'enseignement secondaire, les grandes controverses scientifiques. Il y a eu de grandes controverses entre Einstein, la relativité d'un côté, et puis le grand savant danois Bohr qui défendait la mécanique quantique. Alors, est-ce qu'on peut enseigner ça dans le secondaire? Je n'en sais rien parce que ce sont des controverses très compliquées. Mais si on le pouvait, pourquoi pas? Pour montrer qu'il y a des controverses entre savants. Mais évidemment, ici, il s'agit d'une controverse que fabriquent les défenseur de l'intelligent design et il faut voir si les scientifiques des universités, les grands professeurs de biologie vont les suivre ou non. Alors donc, cette attaque devient de plus en plus apparemment douce. C'est-à-dire qu'on dit il faut enseigner l'intelligent design avec le darwinisme, et que même à un certain moment, vous allez voir, ils vont dire mais non, on ne veut même pas enseigner l'intelligent design, on veut simplement informer de l'existence de l'intelligent design les élèves au début des cours de sciences. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça va mener à une affaire qui sera une affaire fondamentale dont je vous parlerai la prochaine fois et qui s'appelle l'affaire Kitzmiller, K-I-T-Z-M-I-2-L-E-R. Donc Kitzmiller, en général, on appelle les affaires du nom d'un des premiers plaignants, enfin c'est une plaignante en l'occurrence, et donc c'est l'affaire Kitzmiller. Vous allez voir, c'est une affaire importante. Ce que je veux résumer en terminant cette partie-ci, c'est que on est passé d'arguments d'attaque frontale, les monkey laws, à une stratégie qu'on peut appeler la stratégie du loup dans la bergerie. Fait ce que fait le loup, il veut entrer dans la bergerie, s'il montre qu'il est un loup, il y a peu de chances qu'on lui ouvre la porte, s'il se déguise en mouton, on le prendra pour un mouton, il ouvrira la porte et une fois qu'il sera à l'intérieur, vous voyez les dégâts qu'il peut faire. Eh bien ici, vous avez cette stratégie. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très clair, ils sont totalement opposés à la science au nom d'un dogme religieux, et à la fin, ce sont des gens qui demandent que l'on enseigne la controverse et les différentes théories scientifiques, et donc qui entrent dans un débat qui est dans le vocabulaire, au fond, très acceptable de la science et des controverses. Le problème est de savoir si c'est une vraie controverse ou une controverse fabriquée pour la circonstance. Et ça, c'est l'affaire Kitzmiller qui va le montrer.